Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'édito JV, aujourd'hui dédié au rétro gaming, un vaste sujet qu'on va aborder avec mon cher ami Jean-Loup. Comment tu vas? Ben écoute, ça va super, ravi de te retrouver encore pour un épisode de l'Edito JV, le troisième. Et ouais, On déjà, avance petit à petit. Et un gros exactement. sujet que celui-là, après avoir parlé de The Witcher et d'Elden Ring, là on a pris un sujet un peu plus large. On va pouvoir se faire un peu plaisir, mais qui est, je trouve, on trouve d'ailleurs assez essentiel à traiter pour le coup. Bah ouais, parce que c'est un vrai sujet d'actualité en fait. Et tout est parti d'une petite mouvance, donc le rétro gaming, c'est cette petite tendance qui consiste à aller imiter des jeux d'antan pour faire des nouveaux jeux, ou qui consiste aussi pour les joueurs à aller jouer sur des anciennes consoles et à des vieux jeux. Alors au départ c'était une petite tendance qui touchait qu'une petite frange des joueurs, et puis petit à petit ça a gagné du terrain, et maintenant on a des productions qui cartonnent avec une esthétique rétro, des jeux qui sont très attendus, même des gros studios qui s'y mettent. Et du coup, on s'est dit que bah, ça serait vachement bien d'en parler, de savoir pourquoi le rétro gaming ça marche autant, qu'est-ce que c'est exactement le rétro gaming, quelle génération de consoles ça touche, quelle génération de joueurs ça touche, est-ce qu'il y a une esthétique particulière, est-ce que c'est juste une escroquerie commerciale ou est-ce qu'il y a un vrai fond derrière? Ah ça, on va voir tout cela ensemble parce que c'est vrai que pour le coup, ça englobe tellement d'éléments différents, le terme de rétro gaming que même, en tout cas, je parle pour moi, même moi, des fois, je l'utilise un peu à tort et à travers et c'est un peu, voilà, donc on va essayer de décortiquer tout cela ensemble. Voilà. Ouais, exactement. Alors, on va, pour être clair sur notre progression, on va aborder les choses d'une manière la plus rationnelle possible. On va d'abord se demander c'est quoi le rétro gaming? Pourquoi est-ce qu'on utilise le terme rétro gaming? Puis après, quelles sont les générations de consoles qui sont concernées? On va revenir ensuite sur l'aspect plus direction artistique en se demandant ce que c'est que l'esthétique particulière du rétro gaming. L'état du rétro gaming de nos jours, c'est-à-dire quels sont des studios qui en parlent, qui l'utilisent, dans quel Et but, pourquoi il l'utilise, ouais. et pourquoi ils l'utilisent. Et après, on va se finir sur une petite zone un peu plaisir, avec des recommandations de vrais bons jeux à l'esthétique rétro, Et pourquoi il sort du lot. et Voilà. pourquoi ils sortent du lot. Et il y a du très très bon, hein. Attention spoiler, il va y avoir du lourd. Voilà, des petits jeux de cœur en même temps. On sait pas trop si on est objectif ou pas dans cette partie-là, mais Certainement pas. voilà, mais parce que c'est ça qui est bon. Mais voilà. Donc c'est parti. Et c'est parti. Bah alors du coup, pourquoi on utilise le terme de rétro gaming? Parce que c'est vrai que du coup, ce terme de rétro gaming, ça peut englober beaucoup de choses. Ça englobe le fait de jouer à d'anciennes consoles, ça englobe le fait de faire de la collection aussi de rétro gaming. Mm, Moi, je sais que moi, j'ai énormément de jeux dans ma bibliothèque que je sais que la majorité, je les toucherai plus jamais. Plein de consoles et tout. Alors peut-être plus jamais, ou alors je le donnerai à mon gosse un jour, tu vois. C'est un peu ça englobe ça, et en même temps parler de rétro gaming dans les productions de nos jours, je trouve que ça, en tout cas, c'est voilà, c'est vraiment mon avis. Je trouve que ça correspond pas trop. On peut parler d'esthétique d'esthétique rétro gaming, mais de là à dire que c'est des jeux rétro gaming, je sais pas trop. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est un terme un peu fourre-tout en fait. Ça rassemble plein de mouvances différentes. Ça rassemble à la fois ce côté collectionnite que j'ai aussi, hein. J'ai gardé toutes mes consoles depuis que je suis gamin. J'ai encore une Mega Drive en valise, tu vois. Et du coup, il y a cet aspect-là, cet aspect de se dire je vais rejouer à des jeux d'avant. Et ça recouvre aussi cette tendance qui est apparue il y a quoi, une bonne dizaine d'années, qui consiste à produire des jeux nouveaux qui imitent l'esthétique des jeux d'avant. oui. Souvent, c'est des esthétiques 8-16 bits, mais pas que. Il y a aussi des jeux qui imitent l'esthétique de l'époque PlayStation, voire Nintendo 64.
Mais en C'est un gros, peu plus rare déjà. Je sais pas si tu as des exemples à noter, mais ouais, c'est souvent des demakes en fait. Là, ah il y a ouais. enfin, il y a un jeu assez récent qui est sorti, qui s'appelle Sable, qui Oui, imite un peu cette esthétique un peu perdue entre 32 et 64 bits, avec une animation volontairement un peu saccadée, des polygones un peu fat. Et il y a aussi le prochain jeu Warhammer qui imite l'esthétique années 90, mais avec une grosse 3D. On a vraiment l'impression d'avoir un Doom 3D, Doom 64. C'est pas encore sorti, mais j'avoue que Warhammer plus Doom 64, ça m'a hypé de fou. Ça m'a hypé direct. ah, je comprends tout à fait, hein. Et du coup, ouais, le rétro gaming, ça embrasse tout ça. Et alors, la première question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise le terme rétro gaming et pas le terme classique gaming? Parce que tu vois, quand on va voir des vieux films au cinéma, quand on a la chance Ouais. d'avoir un cinéma d'art à d'essai pas très loin de chez ça, on dit on va voir des classiques au cinéma. On dit pas qu'on va faire du rétro cinéma ou du ciné rétro ou je ne sais quoi. On utilise le terme classique. Et Et je trouve. ouais, je trouve que c'est une très très bonne question parce qu'en Mm. fait, le terme rétro gaming, il englobe quoi en fait concrètement? En termes de période, on pourra en reparler, on pourra en reparler juste après, mais Ouais. c'est un peu comme la musique classique, tu vois. Genre, il y a le classicisme qui englobe une période précise, Mm. et t'as la musique classique qui englobe tout, quoi. Enfin, qui englobe tout ce qu'il y a, pas de contemporain. Ouais. Et du coup, moi, quand j'avais fait mes recherches au niveau de, voilà, là, on va un peu deep, tu vois. Au niveau étymologie, rétro, ça veut juste dire en arrière. Donc ça veut Ouais. dire que les jeux de PS, les débuts de PS4, c'est du rétro gaming aussi. Enfin, c'est ça qui est un peu, qui est un peu bizarre, qui est vraiment que pour le jeu vidéo pour le coup. Enfin, qui est Ouais. Oui, le c'est terme vraiment. rétro, terme rétro, c'est vraiment que pour le jeu vidéo. Ouais. Et c'est assez particulier pour le coup, quoi. Parce que si on part de ce principe-là, ça veut dire que si on part du principe que ce qui est en arrière dans le jeu vidéo, c'est du rétro gaming, ça veut dire que Breath of the Wild, dans 10 ans, c'est du rétro gaming. Et je sais pas toi, mais ça me fait très, très, très bizarre de me dire que Breath of the Wild, un jour, sera du rétro gaming. Pour moi, c'est des années 2000, voilà, tu vois, c'est. Oui, 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 c'est vrai que il y a, c'est vraiment une espèce il y a une dichotomie en fait dans le terme rétro gaming. C'est que c'est trop fourre-tout pour être précis, et dans le même temps, ça recouvre quasiment tout et n'importe quoi. Comme tu disais, on peut, enfin, on part avec la définition propre et stricte du rétro gaming, c'est tout ce qui est sorti avant l'actuelle génération de consoles. Donc techniquement, tout ce qui est pas Xbox Series X, PS5 et gros PC qui tue sa race, tout ce Ouais. qu'il y a avant, c'est du Tout ce rétro qui- gaming. Donc la PS4, c'est du rétro gaming, du coup. C'est ça qui est un peu bizarre, tu vois. Voilà. D'autant plus qu'il y a des jeux qui continuent à sortir sur PS4. Donc on est vraiment dans un terme un peu malhonnête intellectuellement. Je vais Ouais. dire ça comme ça. Parce que dans les faits, quand on parle de rétro gaming avec des joueurs et des joueuses, ça recoupe plutôt l'époque qui part de la NES et qui va jusqu'à aller ouais, la fin de Nintendo 64, quoi. Tu vois, après, dès qu'on arrive déjà dans la Dreamcast ou dans la pseudo HD, les consoles 128 bits, à partir du moment où les jeux commencent à être un peu lisses et un peu beaux, qui Oui. font pas mal aux yeux quand tu les regardes aujourd'hui, on parle plus vraiment de rétro gaming. Alors que c'est une erreur. Parce que Oui. les jeux qui sont sortis sur Dreamcast, ça date, hein. Ouais. Donc on est vraiment dans un truc très très bizarre, et c'est très compliqué comment dire, d'obtenir une définition propre et nette du terme rétro gaming. En fait, je trouve que ce serait plus honnête dans le sens, enfin, moi, la définition qui me conviendrait, vraiment, je parle vraiment que subjectif, et, voilà, parce Oui, que c'est vrai que vu que ça englobe tout, je pense pas dire ça de manière objective, mais les consoles qui sont pour la plupart plus du tout produites, que ce soit par exemple, il me semble que je sais plus où ça en est au niveau de la DS par exemple. la DS elle est plus produite, ouais, Ah là, ça fait. elle est plus produite que sur la 2DS, la 3DS, ou alors peut-être il y en a encore ou quoi. Mais par exemple, la Wii n'est plus du tout produite. Et je sais que par exemple, moi, dans mon imaginaire, je la considérais comme du rétro, tu vois. Comme des Ouais, consoles rétro, parce que c'est absolument plus produit, il n'y a plus de jeux qui sortent dessus.
Ouais. Ce qui n'est pas le cas pour la PS4. La PS3, par contre, c'est le cas, tu vois. Ouais. Il n'y a plus de jeux qui sortent dessus. Et encore, c'est un peu compliqué parce qu'ils mettent maintenant tous les jeux sur Le PS Store. le PS Store, le PS Now de Ouais. PS3. Donc c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que moi, du coup, je l'accepte ce terme dans la catégorie de consoles ou de jeux qui ne sortent plus aujourd'hui, quoi. Ouais, bah, écoute, moi, ça me semble très pertinent comme définition. Je te propose qu'on l'adopte pour le reste du podcast parce que Voilà, c'est vrai que proposer à du coup, l'éducation nationale. carrément. Voilà. On a proposé. Parce que c'est vrai que du coup, quand on se dit que le rétro gaming, ça couvre les catalogues des consoles qui ne sont plus produites ou sur lesquelles il n'y a plus de jeux qui sont édités, bah ma foi, ça me semble assez propre. Oui, mais ça veut dire qu'un jour, Elden Ring sera rétro. Absolument. Et ça, ce sera assez Vous n'êtes pas prêts. particulier. On n'est pas prêts. Assez particulier. Ce sera assez particulier à le prendre en compte. Mais c'est vrai que par contre, du coup, au niveau des éditeurs, parce que c'est cool d'avoir parlé du PS Now, parce que du coup, il y a quand même toujours un marché du rétro dans le sens Ouais. où, ben, comment dire, les éditeurs savent que ça peut plaire aux gens, tu vois, d'avoir toujours des jeux, des anciens jeux qui sont toujours d'actualité. On le voit avec le Nintendo où il y a eu l'émulateur de Nintendo 64, bon, qui a pas marché, on va pas se mentir, qui a pas marché, mais voilà, il y a toujours cette volonté de toujours proposer les anciens jeux aujourd'hui, en 2022. Ouais, Et, carrément. Et il y a un vrai marché en fait, un vrai marché du rétro et du classicisme dans le jeu vidéo. Ça date pas d'hier, évidemment, mais maintenant alors que comment dire, avant l'essor des stores type PS Now, Nintendo Online et compagnie, ça se passait surtout IRL. C'est-à-dire que les gens qui collectionnaient des vieux jeux, ils allaient dans les brocantes, ils allaient dans un magasin d'occasion, ils achetaient leurs vieux jeux, ils rentraient chez eux et jouaient sur leur vieille console. ça se fait très peu aujourd'hui, ça d'ailleurs, hein. Ça se fait plus vraiment. Je crois qu'on est encore 5 à faire ça. Moi, quand j'étais petit, c'est vrai que je faisais énormément ça. J'allais dans les vides-greniers, les brocantes du coin pour aller chercher des jeux, surtout les cartouches de Game Boy sans la boîte, tu vois, genre ça, ce Ouais, genre de trucs et tout. complètement. Mais du coup, ça se fait vraiment très peu. Et au contraire, je trouve que les éditeurs, ils essaient de plus en plus de prendre ce pan, quoi, voilà, du marché. Ouais. Là, c'est vraiment le marché des jeux vidéo qui sont déjà sortis. Après, parce qu'il y a un marché de sortir des jeux comme à l'époque. C'est Ouais. encore une autre question, ça. Ça, c'est encore une autre question, ouais. Et bah tiens, du coup, je te propose qu'on enchaîne directement, puisque c'est une vraie question. Euh, alors, je vais juste boucler sur la question du marché, parce que c'est important pour la suite. Et il y a le fait donc, qu'il y a une partie qui se passait IRL, et le fait que ça aille dans les stores online, il y a une question économique évidente là-dessus. C'est que pendant des années, les éditeurs se sont battus contre le marché de l'occasion et continuent à se battre contre le marché de l'occasion. Et ils se battaient aussi contre cette collectionnite là qui se refilait de la main à la main. Parce qu'un jeu qui est revendu, qui passe par une boîte d'occasion ou par même un magasin genre Micromania ou je ne sais quoi, dans les bacs d'occasion, c'est un jeu sur lequel un éditeur va rien gagner. Donc c'est de la perte sèche pour eux. Ouais. Et les éditeurs, en particulier Nintendo, on va pas se mentir, détestent ça. Vraiment, ça leur fait c'est sortir les yeux de la tête, quoi. Et à partir du moment où il y a eu ces stores avec cette rétrocompatibilité online, ça a été la timbale pour les éditeurs. Ils se sont dit, on va couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui font leur petit commerce dans la vie réelle et on va remettre en ligne des jeux, quitte à les refacturer, parce que chez certains ça se refacture, hein, évidemment, parce qu'il faut pas se mentir, hein, tu vois, les émulateurs Switch, en fait, on paye un abonnement. Donc, tu t'es refacturé d'un jeu que tu pourrais trouver très bien dans une brocante d'occasion à côté de chez Ou toi. sur un émulateur illégal sur les sites illégaux, mais il faut pas en parler. C'est ça, Mais on n'a pas le droit. on n'a pas le droit d'en parler, donc voilà. J'ai rien dit. mais, C'est mal, mais faites-le. Mais c'est mal. mais c'est mal. Mais parce que c'est mal, mais du coup, c'est quand même, au final, c'est quand même assez malhonnête de la part des éditeurs de vraiment centraliser tout ça et de refaire payer des jeux qui sont déjà sortis il y a 20-30 ans, tu vois. C'est Ouais. assez difficile à entendre et à accepter, quoi.
Ouais. Ça devrait être normal d'avoir des boîtes de jeux qui datent d'il y a 20-30 ans, de te les refiler en occasion, que ce soit justement dans des magasins, dans des brocantes ou de main à main, que de le reproposer payant en plus, quoi. Pour moi, ça devrait être gratuit, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Moi, je trouve pas ça, personnellement, je trouve pas ça normal qu'on te fasse payer un truc qu'ils ont dit à 30 ans, quoi. Enfin, voilà, après, je dis ça, là, vraiment, je parle que du jeu vidéo, je parle pas de toutes les autres productions, une autre question, Ouais, mais vu que là, c'est vraiment de la consommation avec un objet défini, tu vois. ouais. Après, ouais, ça pose encore un milliard de questions sur la temporalité de ce que tu pourrais adorer. Voilà, bref, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, 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 c'est vrai que c'est très complexe comme question parce que en plus il y a aucun chiffre. J'ai fait pas mal de recherches et pour le podcast et pour avant pour écran large et c'est très 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 compliqué de trouver des chiffres sur le rétro. Déjà pour avoir des chiffres sur les ventes de jeux actuels, c'est très compliqué. Tant qu'un éditeur n'a pas donné officiellement des chiffres, c'est, souvent des chiffres au doigt mouillé ou des estimations via Steam, c'est vraiment, vraiment tendu et pour trouver des, chiffres de vente qui sont antérieurs, on va dire à allez, je vais viser large, antérieurs à 2000, c'est la croix et la bannière. C'est vraiment, du doigt mouillé, des chiffres d'éditeurs que lorsque tu compares à la réalité, ça te semble un peu bizarre. Tu vois? C'est pas du tout fiable et encore aujourd'hui, il y a cette espèce d'omerta sur le nombre de jeux rétro qui se vendent. Par exemple, sur le Nintendo Switch Online, c'est pas pour taper sur Nintendo, hein, c'est juste que c'est des exemples les plus évidents. Sur, les émulateurs rétro, l'émulateur Mega Drive, l'émulateur N64, on n'a pas de chiffres. On ne sait pas combien de joueurs y jouent, on ne sait pas combien il y a de connexions quotidiennes, on ne sait pas combien ça leur rapporte. Tout ça, c'est, Et c'est d'ailleurs c'est dommage parce que de toute façon, d'une manière générale, au niveau des chiffres de n'importe quel sujet dans le jeu vidéo, c'est quand même très peu couvert, quoi. ouais, Et donc c'est assez compliqué de quantifier tout ça. Moi, je sais que vraiment, j'en sais rien. Mais je sais que par exemple, Bloodborne, c'est un des jeux vidéo les plus, enfin, c'est très connu comme jeu. Voilà. Pourtant, quand j'ai regardé les chiffres de vente, je crois que ça s'élève qu'à 1 million. Ça m'étonne quand même beaucoup, hein. ouais, ouais, ouais. Je pense pas que ça couvre l'entièreté de tous les joueurs qui ont joué. Ça m'étonnerait, tu vois. C'est assez dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas tous ces chiffres-là et on se rendrait vraiment compte de tout ce qui se passe derrière les gens qui jouent encore aujourd'hui. Ça se trouve aujourd'hui, il y a des jeux rétro justement qui sont joués de ouf et on sait pas du tout ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça et puis il y a une vraie communauté, rétro, sur internet, hein, que ce soit, via des communautés d'émulation ou autres. Alors moi je sais que enfin je c'est pas bien et je m'auto-punis, mais je joue beaucoup en émulation et sur des plateformes dédiées en fait, sur des plateformes en ligne et compagnie. Et il y a des Attention, vraies communautés qui sont je vais pas donner de nom parce que j'ai envie de continuer. attention. Et il y a des vraies communautés, des gens très, très nombreux, qui continuent à parler de vieux jeux, qui font des vraies recherches dessus, des vraies recherches au niveau des OST, des recherches au niveau, des noms des éditeurs, des programmateurs, des designers qui ont travaillé sur ces jeux-là. C'est trop compliqué parce que, en gros, avant, l'ère PlayStation, les gens s'en foutaient. Les éditeurs, les studios ne donnaient pas les noms des gens qui bossaient sur leurs jeux, ils en avaient rien à carrer. Surtout au Japon, et coucou Konami, c'est de ta faute. Ils faisaient silence radio pour savoir qui avait programmé, qui avait composé les musiques. Il C'était n'y a pas de rien du tout. crédit, quoi. C'est ça, les crédits, c'était souvent là, je pense à Capcom et Konami, c'était la Konami Sound Team, tu vois, qui était créditée qui est derrière, va te faire foutre. Et Capcom, c'était pareil, c'était la Capcom Sound Design Team, va te faire foutre. Mais il y a pas eu des normes qui ont été posées par rapport à ça, mais des normes légales, je parlais, hein. Alors ça, c'est arrivé plus tard. Ouais. C'est arrivé plus tard. D'ailleurs, ça vaudra peut-être le coup qu'on se penche dessus un jour dans un édito parce Oui. que c'est des gens comme Yu Suzuki de chez Sega et des gens comme Hideo Kojima qui ont fait un peu bouger les frontières, Ouais. qui sont devenus des grandes stars et du coup qui ont vraiment attiré la lumière à eux, qui ont fait oh, et il y a des vrais gens en fait derrière les jeux les mecs. Et c'est pas juste des petites gens qui font 3 lignes de programmation qui passent à autre chose. Non, non, c'était vrai créatif. Des vraies équipes, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc tout ça pour dire qu'il y a des vraies communautés, que le marché du rétro il existe, et que témoin très simple, hein.
tu vas sur YouTube, le nombre de chaînes qui sont dédiées au rétro gaming, c'est hallucinant. Bah, déjà en France, le plus connu, un des plus connus dans le terme dans le jeu vidéo, c'est le joueur du grenier. Il a basé toute sa ligne éditoriale là-dessus, quoi. Ouais, Donc déjà c'est que vraiment ça s'appelait aux gens, quoi. Ça c'est s'appelait aux ça. gens. C'est ça, et t'as le joueur du grenier, il y a Edward aussi, moi j'aime beaucoup ce que fait Edward. Et tu as aussi des petites chaînes plus confidentielles, comme la chaîne de Gros Nénès ou du Loup 5.1 qui font un taf de fou sur la réhabilitation des anciens jeux. Donc Mais c'est d'ailleurs, ça donne l'occasion de dire que je rebondis là-dessus parce que je trouve que c'est quand même assez important. C'est que au niveau de nos deux profils de joueurs, c'est vrai que moi pas du tout. Moi pas, toute cette période-là, je l'ai jamais connue hein, au niveau de mon profil de joueur. Tu vois? ouais, c'est vrai que C'est qu'on aurait dû le préciser peut-être en introduction parce que ouais, ça permet de voir. Mais moi, j'ai commencé, c'est Game Boy Advance. Tu vois? Donc, ouais. Bah, c'est vrai que du coup, là, ça me permet d'avancer un peu sur notre programme. Là, on a couvert un peu la question de c'est quoi le rétro gaming, oui. et on a abordé aussi la question du pourquoi le terme rétro gaming. Il y a une question qu'on peut aborder dès maintenant, c'est quelle génération de consoles ça couvre et pourquoi? Parce que le rétro gaming, pourquoi ça marche? Alors, la Oula. question de la génération de consoles, on s'est mis d'accord sur la définition du rétro gaming. Maintenant, la définition du quelle génération de consoles couvre le rétro gaming pour chacun, bah, ça dépend de l'âge du joueur et ça dépend du passif qu'on a eu aussi. Et oui, Parce bien que, sûr, parce que c'est très personnel, je trouve, comme question. Le rétro gaming parce que du coup si ça englobe la question de juste du jeu ou de la collection je pense que tous les deux on n'a pas du tout la même collection tu vois donc donc clairement c'est une très bonne question. Après qu'est-ce que ça couvre est-ce que pas ouais c'est pareil on l'a déjà posé tout à l'heure mais est-ce que la PS3 et la Xbox 360 est-ce que c'est du rétro gaming? Pour moi oui tu vois. ouais. Pour moi oui parce Et, que j'étais très très jeune quand au début de la PS3 et de la Xbox 360 donc Et pas c'est pour moi. et C'est oui. vrai que pour moi, c'est encore frais, si tu veux. On voit pas les années passées, mais moi, dans mon profil de gamer, c'est assez frais encore l'époque 360. Ah ouais. Alors que ben, pour toi, non. Tu vois, il y a cet aspect nostalgique qui est pas la même, parce qu'on n'a pas la même porte d'entrée, et pas la même année d'entrée dans le jeu vidéo. Ouais. Bon, allez, Ziva, je parle de moi, instant intime, tu vois. Instant biographie, c'est parti, on C'est nous ça, écoutons. confesse-toi intime. Ou tellement vrai sur Énergie 12 comme tu veux. Et Fais sur intime, je préfère. Vas-y. moi, j'ai commencé le jeu vidéo. Ma toute première console, c'était la Game Boy avec Tetris. Tu vois, je l'ai eu le Noël de la sortie de la Game Boy, c'était sous le sapin. J'étais ouf, hein, clairement. J'avais déjà joué à la Master System et à la NES chez des potes, mais la première vraie console, c'était la Game Boy. Ouais. Donc, moi, la porte d'entrée, c'est la fin des années 80, tu vois. Pas la Euh, Game Boy Advance, vraiment la Game non, Boy, la non, première. ouais, celle qui ressemble à un gros frigo. Ouais. Ouais, d'accord. Et du coup, ben, pour moi, mes premiers jeux, ça a été les premiers Sonic, les premiers Mario, Tetris, Super Mario Land. Tout ça, c'est ce qui a constitué le socle de mon catalogue de jeux. Et forcément, bah, quand tu es jeune, il y a une espèce d'aspect de fascination, tu vois, par rapport à tous ces objets-là. Moi, rapidement après, j'ai eu une Super NES, une Mega Drive, et j'ai Ah eu oui. une PlayStation 1. Et quand je suis arrivé à la PlayStation 1, alors déjà, la progression graphique qu'il y a eu entre la première NES et la Super NES, c'était un truc de fou. Clairement, quand on y jouait, genre quand j'ai joué la première fois à Chrono Trigger, j'étais en mode mais punaise, c'est tellement beau, on pourra jamais faire mieux que ça. Spoiler, si. Si, Et, ouais. euh, et du coup, il y a cette espèce de fascination qui va rentrer dans le système de nostalgie qu'on va injecter dans ce terme de rétro gaming. Moi, quand on parle de rétro gaming, ça va tout de suite faire vibrer ma fibre nostalgique. Et qu'est-ce qui va me tirer ma petite larme de vieux joueurs? Bah, ce sont ces années-là, quoi. C'est des années de gros pixels, de guerre entre Sega et Nintendo. Ouais. Et toute la période un peu, ce qu'on va appeler la période un peu sacrée de l'ère 8-16 bits avec comment dire, les cartouches qui s'échangeaient dans les cours de récré, les rendez-vous chez les copains le samedi après-midi ou le mercredi après-midi pour jouer à Street Fighter 2 parce que machin truc, il y avait eu Street Fighter 2 pour son anniversaire.
tu vois, ces années-là, ces années un peu d'insouciance où, tu pas, comment dire? Tu es vraiment dans la fascination de l'objet. Tu pas encore cette considération de: «Est-ce que c'est un art ou pas?» Comment c'est fabriqué? Comment est-ce que, ça vient dans ta console? C'est vrai que quand tu étais jeune, tu te souciais pas de toutes ces choses-là, qui fait que tu peux être considéré comme un passionné du jeu vidéo, juste tu jouais et tu te souciais pas de ce qui. Mais tu as dit quelque chose de super intéressant, je trouve, quand tu as parlé de Chrono Trigger et que tu disais c'est super beau et on pourra pas faire mieux. Ouais, En fait, je pense qu'on a pu se le dire à chaque génération de console et à chaque jeu, ce genre de choses. ouais, Mais est-ce qu'aujourd'hui ça va continuer? Parce que le truc c'est que, tu vois, aujourd'hui, quand je vois par exemple, je reprends, voilà, parce que c'est 2022, tu vois, par exemple Elden Ring, pour moi on pourra pas faire mieux, tu vois. ouais, Et ouais, alors ouais. on fera forcément mieux. Mais du coup, il y a un biais cognitif de se dire ce qu'il y a aujourd'hui, c'est le meilleur. Ben oui, c'est le meilleur vu que c'est sorti aujourd'hui, sauf qu'on fera forcément mieux. Mais c'est super intéressant de voir ça parce que c'est vrai que toi, tu parles de ces années-là avec le début de la Game Boy et tout. Moi, j'ai commencé avec la Game Boy Advance avec Pokémon Ruby, Ruby en 2000, quoi, 2004, 2005. Je sais Ouais. pas quand est-ce qu'il est sorti, je crois que c'est 2003, il est sorti Pokémon Ruby. Et moi, ma génération de consoles rétro gaming pour moi, c'est vraiment la GameCube. Tous les jeux de GameCube, je les ai tous. D'ailleurs, tout ce qui est Pokémon Colosseum, Pokémon XD, je lâche des noms de jeux parce que là, c'est vraiment des jeux de cœur, mais tout ce qui est les Looney Tunes passe à l'aventure. Personne connaît le jeu, mais pour moi, c'est un de mes meilleurs jeux préférés sur GameCube. Personne connaît ce truc, hein. Vraiment, c'est à chaque fois que Ah j'en parle, les gens ils mais je comprennent. comprends, je comprends tellement. Alors moi je vais te lâcher mon jeu de cœur que j'adore, que j'aime d'amour, que personne connaît. C'est un Dis-moi. jeu qui s'appelle Evil Zone sur, PlayStation 1 Je sais pas ce que c'est. et c'est un jeu de combat, mais j'ai essayé d'y rejouer il y a quelques années, c'est terrible, c'est une 3D baveuse, l'animation est à Yesh, mais il y avait une ambiance de dingo, c'était hyper manga avec, des transformations dans tous les sens et des combats, qui moi me semblaient de ouf. Et c'est un jeu que personne connaît et que j'ai toujours trouvé génial. Mais vraiment, je pourrais écrire des pages et des pages dessus, hein. Genre, Ouais. c'est vraiment mon jeu culte, mon jeu de combat culte, c'est celui-là. Mais du coup, voilà, je t'ai interrompu, mais je comprends, la grande aventure des Looney Tunes. Ah oui, oui, non, mais voilà, mais de toute façon, j'allais pas continuer là-dessus plus que ça, mais c'est vrai que du coup, le terme au final de rétro gaming et les périodes que ça couvre, encore une fois, je trouve que c'est très subjectif. Après, si on peut déterminer une vraie époque du rétro gaming, pour moi en tout cas, ce serait vraiment l'émergence de la 3D. Avant la 3D, tu vois. Ouais. Objectivement, j'ai l'impression que c'est voilà, peut-être avant la fin des années 90. Qui- Ouais, voilà. je suis assez d'accord avec toi. Si en termes stricts, on utiliserait le rétro gaming pour définir, tout ce à quoi on peut jouer sur des consoles qui ne sont plus éditées. En termes, artistiques, je dirais, ça s'arrête, ouais, à l'émergence, de la PS1, en fait, des premières consoles 3D, quoi. Ouais. Et parce que peut-être, hypothèse, peut-être parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à rentrer dans une course au réalisme. Parce que, on a un peu cessé d'essayer de jouer sur les couleurs, de jouer sur les designs, de jouer sur, des assemblages de pixels, plus ou moins fantaisistes, pour rentrer dans avec la 3D, on peut faire du réalisme. De toute façon, ça a toujours été un peu le rôle enfin, l'envie du jeu vidéo de base. Après, il y a eu des soucis, enfin, des contraintes techniques et technologiques, tu vois. Ouais, Mais ça a été un peu la volonté du jeu vidéo de base de créer l'expérience interactive la plus immersive possible et donc réaliste. ouais, Et je trouve que c'est à partir de là où on rentre dans une autre ère du jeu vidéo. D'ailleurs, je trouve que c'est pas assez fixé les périodes de jeux vidéo. Tu sais, on a des périodes de musique, on a des périodes d'histoire, on a des périodes de cinéma avec des courants et tout. Dans le jeu vidéo, il n'y a pas ça. C'est surtout cadré par les générations de consoles qui sortent, ouais, mais il n'y a pas de tendance ou de vraie catégorisation de périodes dans le jeu vidéo. Et je trouve que est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est vraiment propre au jeu vidéo pour le coup. Je trouve ça. Mais c'est ouais. vrai qu'objectivement, je trouve que tu as vraiment raison sur l'aspect réaliste qui émerge, mais du coup, ça vient
ça vient encore avec cette évolution technologique. Et du coup, c'est pas une vraie. Parce que du coup, en fait, le jeu vidéo, il est vraiment dépendant de la technologie. Oui, Tu vois, aujourd'hui, avec une guitare, je peux faire de la musique classique. Donc, ouais. c'est vrai que je le rapporte beaucoup la musique parce que je trouve que c'est, c'est, Moi, c'est un très c'est, beau point de comparaison. voilà. Et je trouve que du coup, aujourd'hui, enfin, le jeu vidéo, du coup, il a été vraiment contraint par l'aspect technologique, mais du coup, on sait pas trop en fait. Comment classer tout ça, quoi? Comment classer le rétro gaming? C'est dépendant forcément de l'aspect technologique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et il y a un autre aspect justement qui recouvre aussi c'est cette question que tu te poses, qui est une super question. C'est que je pense, et là c'est que mon avis, qu'on a longtemps regardé le jeu vidéo comme une espèce d'objet un peu limité, tu vois. On commence à parler de jeux vidéo comme art depuis allez, une vingtaine d'années, et encore je suis Et encore, très large. c'est très gentil, hein. Ouais, je suis très très gentil. On commence à avoir ce qu'on appelle des video game studies, donc des études sur le jeu vidéo en tant qu'objet universitaire depuis, allez, on va dire 2010-2012. Et on parle de sciences du jeu maintenant depuis 2015, quoi. Mais avant ça, c'était vraiment un objet fourre-tout, tu vois. C'était regardé avec condescendance par beaucoup de Ouais. personnes en disant bah c'est un truc pour les gamins et puis il y a jeu dedans. Donc s'il y a jeu dedans, ben c'est pas un objet noble. Alors que aujourd'hui, Ouais. on considère vraiment parce que enfin on va faire un comparatif très simple, hein. Le jeu vidéo aujourd'hui, il rapporte plus d'argent que le marché de la musique et le marché du cinéma réunis. Donc Ce qui est assez fou, quoi, pour le ouais. coup. Et du coup, on considère la musique comme un art, on considère le cinéma comme un art, on considère la BD comme un art. Pourquoi est-ce que le jeu vidéo n'a pas droit à ses lettres de noblesse encore? C'est parce qu'il n'a pas encore été assez étudié. Ah oui, C'est clairement. c'est un truc. Et en plus, le truc, c'est que les gens te diront, mais oui, mais les jeux vidéo, ça regroupe justement le cinéma, la musique et tout. Donc, ce n'est pas forcément un genre à part entière, mais l'aspect interactif et ludique, ça, il y a que le jeu vidéo qui fait ça. Ouais. Donc, Et le jeu vidéo développe ses propres codes aussi depuis son émergence. Il y a un truc très simple. Quand tu compares un film d'horreur à un jeu vidéo d'horreur, en termes d'impact, en termes de génération de sensations et en termes d'implication du spectateur ou du joueur, il y a un gap, mais c'est le Grand Canyon, hein. C'est un ça truc de n'a fou. rien à voir. Tu veux prendre le film le plus flippant et tu prends Silent Hill. Euh, À la l'aide. photo, Silent Hill gagne. Quel que soit le film, Silent Hill gagne. Donc c'est quelque chose voilà, où il y a l'interactivité, et à partir du moment où il y a cette interactivité-là, il y a des codes qui sont à part, et ce sont ces codes qui sont étudiés via les de Game Studies. Et je pense qu'à terme, comme on le disait au départ, il y aura forcément des périodes historiques qui vont être apposées sur les noms de génération de consoles. Et on Parce va que arrêter. c'est vrai qu'au final, du coup, c'est très jeune, hein. Quand tu le Ouais. compares à tous les autres arts, c'est l'art le plus jeune, hein. 30-40 ans, c'est rien dans l'histoire de l'humanité pour le coup. Donc, Ouais, c'est ça, la première génération de consoles, on considère que c'est la Magnavox Odyssey de Baer, et elle a oula, ça fait été travailler ça. ouais, ouais, ouais. Et non, mais c'est un truc, alors c'est coup de bol, hein. Je travaille sur un truc perso à part en ce moment, et du coup, je suis à fond là-dedans. Et du coup, ça date de 72. Donc, et à l'époque, ça avait pas de couleur, pas de son. C'était juste trois points blancs qui bougeaient à l'écran, hein. Donc, autant dire, il y avait rien. Mais c'était la première génération de consoles. Et donc, ça a 50 ans. La première vraie console de salon, c'est 83 avec la NES. Donc, ouais, ça a 40 ans, quoi. Donc, c'est rien du Quand- tout. c'est que dalle à l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout. À l'échelle, quand tu compares même par rapport au cinéma, c'est rien du tout aussi, quoi. Oui, c'est clair. Donc on a pas mal digressé sur la question. Donc pour savoir quelles sont les générations de consoles et quelles sont les périodes que retrouve le rétro gaming. Mais voilà, je pense qu'on est assez d'accord sur le fait de dire que le rétro gaming, c'est la période dorée du rétro gaming, c'est celle qui va s'arrêter à la PlayStation 1, quoi, avec Oui, l'apparition c'est de la ça. 3D. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, après, la résultante de notre discussion, c'est que c'est quand même assez subjectif, Ouais, cette question. Moi, je sais que par exemple, j'ai grandi
J'ai oublié de raconter ça et c'est vrai que c'est une anecdote qui m'a assez marqué, donc je le raconte. Vas-y. Mais j'ai grandi avec le jour du grenier Day One dès qu'il a commencé, dès qu'il a commencé les vidéos. Et c'est vrai que dans sa vidéo, je crois que c'est sa vidéo des 10 ans où il a parlé en vidéo de Sonic 2006. Ce qui n'a rien à voir avec Tintin je crois que c'était sur Super NES ou Mega Drive, je sais plus sur Ouais. quoi c'était, ce qui n'avait rien à voir. Moi, ça m'avait choqué. Je me suis dit, ah, mais attends, mais Sonic 2006 sur Wii ou sur PlayStation 3, c'est du rétro gaming maintenant. Non, mais vraiment, vraiment, je me suis dit, ah, on a pris un coup de vieux. Voilà, voilà, c'est tout. Je voulais juste raconter ça parce que je trouvais que c'était assez marrant à raconter. Ouais, c'est vrai que du coup, on a du mal à se dire que tel ou tel jeu, c'est du rétro. Et c'est compliqué parce qu'on on voit pas le temps passer, en fait, tout simplement. On voit pas le temps passer. Moi, je sais que mes gamins qui ont 8 et 13 ans, bah, pour eux, le rétro gaming, ça va être les premiers jeux avec lesquels ils vont jouer. Donc, des gens de Pokémon Arceus, pour mon petit gars, bah, ça va être du rétro gaming, quoi. Oui, Tu vois? ben oui. Quand il aura mon âge, il va faire ah ouais, c'était nul, c'était moche. Et il aura raison, c'était moche. Mais voilà, ce sera du rétro gaming. Mais c'est c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que du coup, nous, on est une génération, surtout toi, du coup, hein, qui a grandi avec le jeu vidéo, donc qui inculque à ses enfants du jeu vidéo, tu vois. Ouais, Mais tu serais pas quelqu'un qui jouerait aux jeux vidéo. L'enfant, il voudrait jouer aux jeux vidéo parce que ça fait partie de notre culture actuelle, tu vois. ouais, Tu lui donnerais, tu vois, genre de Pokémon épée et bouclier. C'est d'ailleurs pour cette raison il a autant marché, le jeu qui a fait autant de ventes, hein. C'est parce que du coup, bah, tu te bases sur les tendances du moment, les jeux familiaux du moment. Mais quand tu es dans le domaine du jeu vidéo, moi par exemple, je sais que si un jour j'ai des enfants, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais voilà, moi je leur donnerais Pokémon Ruby sur Game Boy. C'est comme ça que j'ai commencé. J'aimerais bien qu'ils découvrent ça, tu vois. ouais. Alors que aujourd'hui, tu donnerais plus Pokémon épée et bouclier. Donc, il y a aussi cet aspect un peu générationnel qu'on verra qu'on pourra discuter dans quelques années. Et c'est encore un peu jeune d'ailleurs. Je trouve cette tendance parce que du coup les joueurs ils commencent à avoir des enfants maintenant, tu vois, Ouais. les joueurs d'avant, donc ils commencent où ils ont des enfants et du coup c'est assez, voilà, c'est encore, après c'est très subjectif comme définition, encore une fois. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que du coup, ça va se diviser, alors je vais un peu schématiser, mais en 2 catégories, un peu comme pour le cinéma. Tu vois, il y a des gens qui, vont montrer des films qu'ils ont aimés quand ils étaient gosses à leurs enfants. Ouais, Et du coup, les gamins vont grandir avec, un catalogue de films, catalogue cinématographique qui va aussi bien aller chercher du côté des années 70, 80, 90 et pas simplement avec la génération Netflix, quoi. Et tu auras aussi l'autre volet des gamins qui vont grandir juste avec la génération Netflix. Tu vois, il y a cet aspect-là. Et pour moi, comme je considère le jeu vidéo comme un objet culturel, c'est vrai que, comme tu le dis, j'inculque ça aussi à mes enfants. C'est-à-dire que bah, je leur ai, enfin, mon grand, il a joué au premier Mario sur NES, il a joué au premier Sonic, et il sait de quoi ça parle, tu vois. ouais. Il a joué à Secret of Mana, Il enfin, pourra se la c'est. péter, tu vois. Ouais, grave. Dans un Dis, élitisme de merde. moi j'ai joué à Secret of Mana. Toi t'as joué à quoi, Fortnite? Vas-y, d'écart. Voilà, c'est ça. Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Et c'est vrai que comme c'est un objet culturel, bah, c'est un objet de transmission. Et ça, c'est beau. Je vais m'en faire un t-shirt. Oui, je pense que tu peux marquer la phrase sur un t-shirt, ça passera nickel. Mais du coup, on peut peut-être enchaîner Oui, si ça te dit. allons-y. Est-ce que du coup, aujourd'hui ou en général, est-ce qu'il y a une esthétique particulière du rétro? Tu as 4 heures. 2 copies doubles, ça devrait aller. Ça devrait aller, ça devrait aller. Non, mais c'est une vraie question parce que du coup, on a parlé du terme de rétro gaming, on a parlé des consoles et des périodes que ça pourrait couvrir, que ce soit Ouais, subjectif ou de façon objective. C'est encore une fois, c'est pas des périodes qui sont acquis par tout le monde, qui ouais. sont acceptés par tout le monde. Mais du coup, quand même, est-ce qu'il y a une esthétique du rétro? Quand tu entends le mot rétro, est-ce qu'il y a une esthétique du rétro? Je te pose la Alors, question. alors, pour moi, très personnellement, oui, il y a une esthétique du rétro et c'est l'esthétique du pixel art. Enfin, le pixel art, c'est la tendance qui consiste à concevoir ces jeux avec des gros pixels. Tu vois, c'est ce qui renvoie directement à l'ère NES, Super NES, Mega Drive.
C'est-à-dire que souvent tu vas avoir un décor en 2D avec des personnages en 2D qui vont se déplacer sur 2 axes ou sur 4 axes, gauche, droite ou haut, bas. Et le but de l'esthétique rétro, c'est d'aller retrouver justement les directions artistiques que les éditeurs utilisaient dans les années 80-90, quoi. Oui. Donc, pour moi, c'est ça l'esthétique rétro. Alors après, bien sûr, il y a plein de choses qui en découlent parce qu'à partir du moment où tu décides de créer des personnages en gros pixels, alors sachant que ça peut être plus ou moins grossier, plus ou moins fin, tu vas pas avoir la même esthétique rétro dans un Super Meat Boy que dans un Youpi Psycho par exemple. C'est pas du tout la même approche, alors que ça reste du pixel art. Et ça reste, comment dire? Avec des contraintes qui vont, derrière. C'est-à-dire que lorsque tu décides de faire tes bonhommes en pixel art, tu peux pas les inclure dans des, décors, en magnifique, 3D, hyper réaliste ou autre. Là, il faut qu'il Ça y ait une cohérence globale de l'esthétique du jeu, quoi, qui doit suivre avec les personnages, quoi, oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, ça peut être, comme je te dis, plus ou moins fin parce que là, tout de suite, je pense à Octopus Traveler Oui, de Square Enix, qui est qui est un jeu magnifique. magnifique, Oui. mais qui garde aussi cet aspect rétro. Tu vois, très clairement quand tu vois le jeu apparaître, tu te dis putain, c'est de la Super NES ou ou alors c'est de la 2D mais de l'ère PlayStation, tu vois. Et il y a quelque chose de très ancien qui va faire vibrer ta fibre nostalgique qui va te dire c'était bien avant, hein, achète-moi, achète-moi. Et du coup, c'est dans une direction artistique globale que ça va s'inclure. Après, la question, le problème, c'est est-ce que à partir du moment où on va essayer de faire de la 3D, même de la 3D qu'on appelle low poly, donc avec peu de polygones, est-ce qu'on est encore dans du rétro ou pas? Alors, c'est-à-dire, je t'ai pas trop suivi là pour le coup. Alors, Dis-moi. tu vois, quand on parle de pixel art, Oui. on sait où ça va, quoi. Oui, pour le coup, c'est vrai que je trouve que l'esthétique du rétro global, c'est vraiment le pixel art, quoi. Tu vois un jeu Ouais, aujourd'hui sortir en pixel art, tu te dis, bah, ça a une esthétique rétro. Là, pour le ouais, coup, c'est un truc qui est assimilé par tout le monde et qui est accepté par tout le monde, quoi. ouais. Mais du coup, vas-y, je te laisse reprendre. Et du coup, ma question, bah, tu vois, je vais prendre des cas concrets. Dans le cas de Sable, par exemple, Oui, c'est de la 3D assez minimaliste. Les producteurs ont déclaré qu'ils voulaient rendre hommage à l'ère PlayStation 1, PlayStation 2, Saturn, tout ça. Moi, personnellement, je m'y retrouve pas. Parce que ça reste quand même une 3D très propre, très lissée, oui. avec peu de pixels apparents, alors qu'à l'époque, je suis désolé, hein, mais quand tu relances genre le premier Metal Gear sur PlayStation 1, ah, tu te manges une tartine de pixels en travers de la gueule, mon pote. Bah, parce qu'en C'est fait, aujourd'hui, tu peux essayer que d'imiter l'esthétique rétro. ouais, Parce que vraiment, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est forcément dépendant des évolutions technologiques. ouais, Sable, même si oui, tu peux peut-être retrouver certains trucs, mais globalement, je suis d'accord avec toi. T'as pas l'impression de jouer à un jeu rétro. ouais. T'as vraiment l'impression de jouer à un jeu actuel et ça vient, ouais, ça vient surtout en fait de cet aspect technologique, quoi. Donc, Ouais. C'est vrai que maintenant, quel que soit le jeu qu'on va utiliser, alors on peut utiliser des moteurs de jeu tout prêts, hein. Il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans et qui font ça très bien. Mais souvent, quand les développeurs veulent faire de la 2D ou du pixel art, ils se retrouvent à devoir développer leur propre moteur maison. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est presque trop tentant de faire des trucs super propres. Sachant que pour un bel esthétique 2D, il faut quand même que ce soit propre, mais pas trop. bah, parce qu'en plus, ça peut être, si tu veux aller faire du trop propre, en fait, on peut faire un jeu à l'esthétique rétro assez propre quand même. Là où si tu essaies de faire un truc un peu plus sophistiqué, tu peux vite tomber dans le mal fait ou dans le, comment dire, un peu un aspect, j'ai pas le mot, un peu roots, tu vois, Ouais, un peu fait à la main, quoi, mais dans ouais, dans le mauvais sens du terme, alors que c'est clair que c'est assez compliqué, mais tu peux quand même faire pas mal de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça il y a autant de jeux à l'esthétique 2D de nos jours, c'est parce que
c'est quand même assez accessible. Même si, oui, Ouais. il y a pas mal de contraintes sur certains points d'imiter ce qui s'est fait avant. Ouais. Après, est-ce que c'est vraiment une volonté, tu sais, tous ces jeux en pixel art qui sont aujourd'hui, il y en a plein, hein, de rendre hommage à ce qui est fait avant, ou c'est vraiment une démarche artistique de nos jours, quoi. C'est notre question aussi. Ouais, c'est compliqué parce que je pense que, d'un côté, il y a une vraie démarche artistique pour certains, qui ont vraiment envie, comment dire? De rendre hommage à une époque passée et il y en a peut-être pour qui c'est un peu moins honnête intellectuellement et qu'on est plus, dans une démarche de se dire, «Je vais faire un truc, en pixel art, ça va être vite fait, je vais pas trop m'emmerder, ça va bien passer, ça va être nickel». Tu vois? Oui. Il y a une espèce de dichotomie entre ces 2 trucs-là et c'est compliqué de savoir où, où s'arrête l'hommage et où commence presque la parodie du genre, tu vois? Ouais. À côté de ça, il y a des, comment dire? Il y a des, jeux qui se veulent modernes, qui rendent hommage à des, styles plus anciens, sans toucher, au pixel art et qui pourtant ont une esthétique rétro. Alors attention. Oula. Là, par exemple, tu vois, je pense à Tunic, qui est Oui. sorti il y a pas très longtemps, qui est clairement un énorme hommage à Zelda, hein, en particulier à Link to the Past, Ouais. qui, pour le coup, se trouve en 3D. C'est de la 3D très propre, très lissée, avec des beaux polygones, mais il y a quand même ce feeling rétro. Que ce soit dans le game design, dans le gameplay, dans, le level design, c'est très, très empreint de ce qui se faisait avant. Du coup, Et pourtant, ça sonne, enfin, oui, bah, je vais utiliser le mot sonne. Ça sonne un peu comme un jeu. Ça sonne vraiment comme un jeu actuel. Donc, il y a ouais, cette c'est ça. combinaison de choses qui font que, par contre, là, pour le coup, on voit vraiment l'hommage à Zelda, pour le coup. Ah ouais, 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 là, clairement, c'est un hommage plus qu'appuyé, hein. C'est, le jeu, te crie à la face, «Zelda mon amour», pe pendant tout le jeu, quoi et Ouais. moi personnellement, je l'ai adoré, mais j'ai été très dérangé quand, j'ai lu dans certaines critiques, un jeu à l'esthétique rétro. Non, c'est pas un jeu à l'esthétique rétro, c'est un jeu qui a un feeling rétro, qui, adopte les codes du rétro, mais qui, dans son esthétique, est assez arty et assez moderne. Donc c'est ça aussi qui est compliqué avec, quand on parle d'esthétique rétro gaming. C'est parce que ça, recouvre tellement de genres différents que c'est compliqué de savoir ce qui, est vraiment de l'esthétique rétro en dehors parce que sorti du 2D, du pixel art, ça devient compliqué d'utiliser le terme, rétro gaming quoi ou esthétique rétro gaming. Oui, parce que si on part de ce principe-là, il emprunte beaucoup à Zelda, mais sur plein de points, il emprunte beaucoup à Dark Souls. Du coup, est-ce que Ouais, Dark Souls, c'est du rétro aussi, pareil, tu vois? ouais, Non, c'est non, exactement ça. mais clairement, oui. Après, je pense qu'il devrait y avoir deux catégories au niveau de l'esthétique du rétro. C'est l'esthétique, comme tu as dit, au niveau de l'hommage, c'est-à-dire Ouais, au niveau du gameplay, et du level design, ça prend beaucoup à Zelda, voilà, du coup à Dark Souls et tout. ouais, Mais aussi du coup cet aspect graphique qui est essentiellement basé sur des gros pixels quoi, ouais. hein. Des gros pixels comme à l'époque, hein, mais du coup qui sonnent aujourd'hui qui sonnent aujourd'hui vraiment d'actualité, là où des jeux 3D de l'époque ils sonnent beaucoup, ça se voit qu'ils ont vachement vieilli quoi. Ouais. Donc, mais encore une fois, je trouve on est dans une époque qui nous permet beaucoup de choses. On pourra en reparler un peu tout à l'heure, mais ouais, tu vois, Undertale, c'est un jeu vraiment à l'esthétique rétro, très pixelisé et tout. Ça a Ouais. été fait que par juste un seul gars. Les musiques, c'est du 8 bits, il me semble, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est du 8 bits, mais quand tu vois la composition, voilà, tu vois. C'est surtout qu'en fait, on a tellement l'évolution des techniques, mais aussi surtout de la visualisation, parce que du coup, sur plein de points, il y a des points vraiment parodiques dans Undertale qui mettent un peu en évidence les problèmes de l'époque. Mais on en reparlera de ça, tu vois. On en reparlera un peu des dissonances ludonarratif, ça y est, je l'ai sorti. Ouais. Yes. Voilà, ce genre de choses qui sont mis en évidence, du coup.
Mais c'est vrai que du coup, il faudrait peut-être un peu plus creuser sur l'idée de gameplay au niveau d'esthétique rétro. Oui. Je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Alors, je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. Le gameplay rétro, en fait, Il n'y a pas c'est vraiment, je trouve. Je sais pas. c'est ça. Il y en a pas vraiment parce que il y a autant de gameplay différents que de genres de jeux différents, tu vois. Quand on parle de gameplay rétro, tu parles du gameplay rétro de A Link to the Past. C'est pas le même gameplay rétro que Super Mario Bros, qui est lui-même pas le même gameplay rétro que Final Fantasy VI. Ouais. Et pourtant, tout ça, c'est du rétro. Oui, oui, Donc, bien sûr. Ouais. je pense Je t'ai mis en difficulté. non, non, en fait, je pense que c'est presque un sujet à part entière, quoi. Oui, bien sûr. Moi, enfin, ce qui m'embête très clairement dans les revendications de certains éditeurs qui disent mon jeu est rétro, mon jeu rend hommage au truc rétro et compagnie, c'est que justement, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à aller recopier les gameplays qui se faisaient à l'époque. Et c'est normal parce que le gameplay a évolué dans le bon sens. Tu vois, la NES, ben, c'était une croix directionnelle et deux boutons, hein. Donc aujourd'hui, si quelqu'un sort un jeu où on n'utilise qu'une croix directionnelle et deux boutons, je Ouais. pense qu'ils peuvent vite se faire démonter la gueule. Ouais, c'est assez compliqué, mais c'est vraiment un casse-tête qui est assez intéressant à voir au niveau au niveau des contraintes, ce genre de choses. Ouais. Euh, voilà, donc j'ai rien d'autre à dire là-dessus. On peut peut-être passer à à la prochaine partie, je sais pas. Ouais, 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 non, mais ouais, bah écoute, avançons. Alors, on a mis en lumière le fait qu'il y avait de la 2D en pixel art, de la 3D minimaliste. Et aujourd'hui, de nos jours, qu'est-ce que ça recouvre tout ça quand on parle de style rétro? Parce que Justement, en fait, j'ai bugué à la fin de la dernière partie parce que je voulais parler de Cuphead. Parce ouais, que je trouve ça très intéressant dans le sens où, au niveau, que ce soit au niveau graphique, que ce soit au niveau gameplay, que ce soit au niveau musique, sur plein de sujets, le jeu est extrêmement bien fini, bien calibré, tout ça. ouais, Et on aurait pu imaginer, dans d'autres cas, on aurait pu imaginer, j'en sais rien moi, un jeu 3D de ouf avec la même esthétique, un peu, voilà, avec les mêmes niveaux au niveau du gameplay et tout. Ils ont quand même gardé ce gameplay, ce gameplay 2D au niveau de la plateforme et tout, avec vraiment après cette esthétique un peu Disney des premiers dessins animés et tout. ouais. Mais au niveau du gameplay, il y a même au niveau du gameplay, il y a cette esthétique un peu ancienne qui sonne pareil, hein, qui sonne actuelle, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vraiment un cas à part, Cuphead, mais c'est hyper intéressant parce que c'est un peu comme pour Tunic. À l'époque, j'avais lu beaucoup de trucs disant c'est un jeu rétro, c'est un jeu die and retry, il est hyper rétro dans sa façon enfin, dans son game design et compagnie. Mais en fait, non. Il est rétro dans ses mécaniques de jeu, dans le sens où oui, c'est un gros die and retry. Oui, on peut shooter en utilisant les croix directionnelles et le bouton de tir. Mais l'esthétique qu'il utilise, c'est pas l'esthétique du jeu rétro. Il va utiliser l'esthétique des cartoons de la Fleischer, des premiers cartoons de chez Disney. Donc, c'est un jeu avec une direction artistique rétro, mais pas rétro de jeu vidéo. Oula. Oui, C'est un autre sujet après. Mais ouais, c'est ça. effectivement, oui, ça prend beaucoup à l'esthétique rétro, mais oui, pas du jeu vidéo pour le coup, oui. Parce que Ouais, même au niveau de sa construction globale, il y a de la plateforme, il y a de tout ça. Mais quand j'ai joué pour la première fois à Cuphead, j'ai eu un sentiment bizarre, hein. Tu m'arrêtes, hein, mais un peu à la Souls-like, dans le sens où bah, c'était très difficile. ouais, Et t'avais, pour la plupart, le jeu est composé que de boss avec des thèmes précis, des designs précis, ce genre de choses. Donc c'est ça qui est assez, je trouve un peu systématique des jeux dits rétro aujourd'hui, c'est que ça emprunte à beaucoup de choses, à beaucoup de genres. Et du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué de le ranger dans la case rétro ou pas, quoi. oui. Ouais, ouais, tout à fait. C'est un jeu ben, qui est à la croisée des genres, vraiment. Parce que alors déjà, enfin, faut le dire, hein, le jeu est absolument magnifique. Ah Enfin, oui. Cuphead, c'est un truc de fou, hein. Quand tu regardes juste des joueurs en train de jouer, t'as vraiment l'impression d'être devant un film d'animation. C'est un truc de dingo.
Et moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il a un énorme feeling Dark Souls. Et du coup, ben, c'est plus du rétro gaming dans ce cas-là. Oui. Parce que c'est vrai que il a le cul entre deux chaises, ce jeu. Mais entre deux belles chaises, hein. Mais de là à utiliser le terme rétro gaming pour Cuphead, ben, je suis pas sûr que ce soit très pertinent. Ouais, je pense pas non plus, parce que c'est vrai que dans le cas de Cuphead, en plus, ça se voit que c'est vraiment les développeurs, ils ont. C'est un jeu d'amour, je trouve. Sur plein de sujets, ça se voit que ils sont. Ils ont mis leur passion. Moi, quand je vois les musiques du jeu, c'est vraiment un délire de musiciens, de compositeurs qui a voulu faire des trucs qui n'avaient rien à voir entre eux, et en même temps, c'est vraiment génial pour le coup. Ouais. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas abordé le sujet, mais je fais une petite parenthèse, Dis-moi. parce que c'est un truc qui me semble important. Dans les jeux d'aujourd'hui qui adaptent une esthétique rétro gaming, bah, il y en a pas tant que ça qui adoptent aussi la musique qui va avec. Ah Tu vois, oui, tout à l'heure, tu parlais d'Undertale, et ouais. ouais, Undertale, c'est vraiment un gros délire rétro qui va à fond dans sa DA, à fond dans sa direction artistique, hyper rétro, mais qui casse les codes du genre. Mais les autres jeux à l'esthétique rétro, souvent la musique est quand même assez moderne, tu vois. Ben, en fait, moi, je me suis rendu compte, j'en parle vite fait au passage, mais en faisant mes recherches pour mon mémoire, un mémoire très, très sympa, faudra le lire un jour. Personne ne le lira, mais faudra le lire un jour. Et en fait, je me suis rendu compte que de toute façon, dans tous les cas, la musique a toujours eu un temps d'avance sur les capacités technologiques du jeu vidéo. C'était justement le cas d'Undertale, mais même avant, au niveau du sound design, des effets sonores, des bruits des animaux, des bruits voilà, des compositions musicales, elles étaient toujours beaucoup, beaucoup plus avancées et développées que le jeu auquel on jouait dans tous les cas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et encore plus aujourd'hui, avec les capacités qu'on a aujourd'hui, où tu fais un jeu rétro, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, les musiques, elles correspondent pas forcément à l'esthétique qu'elles proposent, quoi. Donc, Ouais. mais c'est très pertinent comme remarque. Je te remercie. Tu es Un plaisir. toujours là quand il faut, mais par contre, oui, clairement, moi, je trouve que il y a énormément de jeux rétro qui sortent aujourd'hui. Ouais. Et en fait, je trouve que on revient un peu aux sources. En fait, c'est un gros sujet que j'aimerais aborder là actuellement. C'est, il y a eu ce passage, il y a eu toute cette période un peu rétro qu'on a développée juste avant un peu l'avènement de la 3D. Et à partir de l'avènement de l'avènement de la 3D, il y a eu cette période avec, du coup, cette évolution technologique vraiment fulgurante qui a toujours poussé vers le réalisme, en tout cas voilà l'aspect un peu photoréaliste quand tu vois des jeux comme par exemple, je sais qu'on en a parlé beaucoup en privé tous les deux, The Last of Us, tu vois. Ouais. C'est compliqué de le ranger dans le même cadre dans le même cadre jeu vidéo que Cuphead, quoi, tu vois. Ça n'a rien à voir, mais alors vraiment Ouais. rien à voir. Tu vois, t'es plus proche, même si bon, là, je sais qu'il y a des gens qui vont crisser, hein, si je vais dire ça, du film interactif que du jeu vidéo, même si ça prend des codes du jeu vidéo, mais bref. Ouais. Mais en fait, plus le temps avance dans l'univers du jeu vidéo, plus il y a eu cette, ces gros triple A, ces gros open world qu'il faut vraiment 100 heures pour finir avec les quêtes secondaires, t'en comptes 250, des énormes jeux. Et c'est vrai que du coup, on a un peu oublié cet aspect un peu justement nostalgique, mais pas que, ces petits jeux vidéo qui se finissaient en quelques heures, beaucoup plus comment dire, léger au niveau du propos, au niveau de l'implication émotionnelle, au niveau de l'implication cognitive et tout. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que depuis quelques années, il y a cette émergence de plus en plus du jeu vidéo rétro à l'esthétique rétro, parce que moi, en tout cas, c'est mon cas, je pense que c'est ton cas aussi, mais des fois, on a besoin d'un peu des petits jeux comme ça de temps en temps pour respirer. Et au Oui. final, ce qui était là pour nous faire respirer, c'est-à-dire beaucoup de liberté, c'est-à-dire les open world, les gros jeux, au final, c'est ces petits jeux-là qui sont à l'esthétique 2D, voilà, avec des pixels qui finissent en 5, 6, 5, 10 heures et qui, au final,
n'ont rien à voir, parce que moi je sais que par exemple je prends je prends c'est vraiment là, c'est mon profil de joueur. Je prends plus de plaisir sur un Kingdom que sur un The Last of Us 2 parce que The Last of Us 2 c'est un très bon jeu, mais il m'a demandé énormément d'implication et je sais que c'est rare que j'ai envie d'autant m'impliquer dans un jeu. Alors que tu lances un petit Kingdom, tu vois, un Kingdom Two Crowns, ça c'est sympa, ça fait plaisir. C'est juste rapide quoi. Et je trouve que c'est un peu endémique, je sais pas si c'est le mot de notre des quelques années qui viennent de s'écouler quoi. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Là, je suis dans le même cas aussi. C'est que, quand tu sors d'un jeu qui t'a demandé beaucoup d'implication, émotionnelle et beaucoup de temps en plus, tu vois, quand je suis sorti, d'Elden Ring et où j'avais dû boucler, presque une centaine d'heures en un peu moins de 10 jours, pour pouvoir le boucler en long, large et en travers. Quand tu sors de là, tu as besoin d'avoir une expérience qui te permette de respirer et en tant que joueur, hein, évidemment, pas en tant qu'être humain Mais parce d'ailleurs, que je t'en parlais en privé, je te disais, moi quand je joue à Elden Ring, après il faut que je joue à un autre jeu parce que j'ai pas l'impression d'avoir joué, tu vois. ouais, C'est ça en fait, hein, c'est ouais. vraiment ça. Et très clairement des petites expériences comme, là je pense à The Gunk ou à Tunic ou des jeux qui te permettent de faire des sessions plus courtes. Ben, ça va te permettre d'aller voir autre chose, d'oxygéner le cerveau aussi, quoi. Parce que tu peux pas faire un truc con, hein. Tu peux pas regarder, tu peux pas jouer, qu'à des survival horror toute ta vie. C'est pas possible. Au bout d'un moment, tu arrives à saturation. Et c'est comme vouloir bouffer tout le temps le même repas. C'est pas possible. C'est Quand comme tu tout le temps voir des bons films, hein. Moi, il y a une différence entre si tu regardes un film de super-héros ou Interstellar. Moi, je sais qu'Interstellar, c'est une fois par an parce que ça me demande trop d'implication. Alors que tu regardes juste un Avengers, tu le regardes pour passer un bon moment, tu passes à autre chose. Ça, c'est vraiment pas que propre aux jeux vidéo, mais c'est vrai ouais. que il y a tellement à boire et à manger dans le domaine du jeu vidéo que tu peux, voilà, quoi, tu peux t'y retrouver et c'est ça qui est beau. Voilà. Ouais, mais c'est beau ce que tu dis. C'est très beau ce que tu dis. Merci. Mais c'est vrai que souvent les jeux, à l'esthétique rétro qui se revendiquent, rétro, ont ce côté un peu, comment dire? Expérience plus légère. Alors c'est pas le cas de tous, hein, parce que, quand tu te fais un Dead Cells par exemple, Dead Cells c'est pas léger, hein. Ça demande une putain d'application. Mais, quand tu vas te faire, une petite session, je sais pas, de Horizon Chase Turbo ou, Art of Rally ou ce genre de truc, bah, tu te fais juste ta petite session, c'est fini, tu passes à autre chose, merci, bisous, quoi. En fait, ça dépend ce que le jeu te demande, parce que tu vois, genre, Dead Cells, effectivement, c'est surtout au niveau de son propos qu'au final, c'est un peu plus léger, entre guillemets, Ouais. mais au niveau de son gameplay, pas du tout. Mmh. T'as des jeux qui ont un propos très très profond, et qui posent de vraies questions, et qui, au final, au niveau du gameplay, tu suis juste un peu l'histoire. Ouais. T'as des jeux comme Elden Ring où il y a certains pans de l'histoire, bon, tu sais, c'est un peu, ouais, il faut que c'est, voilà, Mmh. faut fermer les yeux. Et au niveau du gameplay, on n'en parle pas. Enfin, là, ça dépend vraiment du jeu vidéo, mais là, c'est vraiment, ça dépend vraiment du jeu vidéo. Ça dépend pas, c'est pas forcément. Après, c'est vrai que plus le jeu vidéo avançait, plus les capacités techniques ont évolué, plus ça demande, plus les jeux vidéo qui te demandaient une grosse implication, surtout au niveau cognitif, tu vois, au niveau vraiment de gameplay, au niveau de vraiment d'instantanéité, tu vois, Ouais. ça s'est ressenti de plus en plus. Je pense pas que dans les années 80-90, tu avais besoin d'être ultra focus et d'envoyer des inputs à la seconde après les jeux de combat. Je sais pas, c'est pas mon époque, hein, mais c'est vrai que du coup c'est assez différent aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est assez différent parce que, bah, ce qui joue aussi, c'est que dans les années 80-90, on était encore dans un schéma où les éditeurs, destinaient les jeux aux enfants, aux adolescents. Il y Ouais, avait pas encore alors bien sûr, il y avait des jeux pour les adultes, hein, déjà, mais il y avait pas encore beaucoup moins. ouais, c'est ça, il y avait pas encore ce truc de dire: «On peut aller jusque-là en termes de difficulté, on peut aller jusque-là en termes de demande d'implication». Il y avait bien sûr des shoot 'em up, de fou, hein, des bullet hell, il y avait, déjà comme tu dis, les jeux de combat où tu es obligé d'avoir une attention de tous les instants, mais rien ne t'empêchait de mettre ton jeu sur pause et de partir et de revenir. Et mine de rien, les durées de vie des jeux ont beaucoup évolué aussi. Tu vois, un Super Mario Bros, ben, en 35 minutes, il est torché, quoi. Tu vois, Oui. tu as bouclé le jeu, Sonic 1 pareil,
C'était des sessions courtes. Maintenant, tu vois, là, il y a Sonic, puisqu'on parle de Sonic, il y a Sonic Frontiers qui va débarquer. On va pas être sur les 35 minutes pour le boucler, hein. Ah non, c'est pas la même chose pour le coup. Ouais, là, on va taper dans la centaine d'heures, et pareil, en termes d'implication, ça va être une autre limonade, quoi. Mais c'est marrant parce que tu viens de dire, tu vois, à l'époque, tu pouvais mettre le jeu en pause, faire autre chose, être tranquille et tout. Mais tu vois, par exemple, Elden Ring, tu peux pas. Et Non. c'est assez fou parce que tu ne peux pas mettre en pause Elden Ring. Mais du coup, c'est vraiment cet aspect où le jeu ne veut pas te lâcher et n'est pas fait pour te lâcher, tu vois. C'est ça. C'est ça, le jeu fait tout pour te happer et pour que tu ne lâches plus. Tu vois, en même temps, il te met dans la peau de l'avatar que tu as créé. Quand tu es une personne lancée dans un monde que tu ne connais pas, tu peux pas mettre ta découverte sur pause. Tu peux pas t'arrêter. T'es constamment aux abois et c'est ce que te demande le jeu. Là, dans les petits plaisirs rétro que font les éditeurs, on n'est plus du tout, enfin, on est rarement dans ce délire-là. On te laisse plus respirer, on est plus dans la connivence un peu bienveillante avec le joueur, tu vois. On te dit, allez, on t'offre une petite expérience sympa, mais tu peux t'arrêter quand tu veux, c'est pas grave, et puis tu reviens quand tu veux, c'est pas grave, quoi. Mais du coup, ouais, mais du coup, vraie question philosophique. Est-ce que tu peux être autant immergé dans un jeu 2D à l'esthétique 2D que dans un jeu 3D photoréaliste où tu peux pas? Ben non. C'est une vraie question, ça. Hein. Alors, c'est une vraie question. Je te dirais que ça dépend du genre et ça dépend de ta propre sensibilité. Moi, je sais que l'une des expériences narratives qui m'a le plus embarqué de toute ma vie, c'est Final Fantasy VI. Et Ouais. c'était un jeu, encore aujourd'hui, hein, je l'ai refait il y a quoi, 2-3 ans. C'est un jeu qui est incroyable. En termes de qualité d'écriture, en termes de narration, d'implication des personnages, d'implication de tes décisions. C'est une folie incroyable. Et quand tu mets les mains sur un Final Fantasy XV derrière, tu fais mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le jeu est plus beau. Oui, il y a C'est un tout. open world, ce que tu veux, mais rends-moi du contenu, quoi. Rends-moi une vraie histoire, s'il te plaît, Square Enix. Rends-moi des vrais persos. Parce que là, ça va pas du Et tout. t'inquiète pas, il y a Final Fantasy XVI qui va rattraper. Normalement. En tout cas, ça Peut-être. n'annonce que du bon, on verra. On verra. On jugera après avoir passé la centaine d'heures dessus. Mais du coup, oui, ce qui s'y ressort, c'est que c'est quand même, de toute façon, dans tous les cas, tous ces questionnements qu'on pose là, c'est vraiment très subjectif. Ouais. De toute façon, voilà, on se répète encore une fois, mais le jeu vidéo est tellement jeune comme art qu'en fait, on peut pas définir des vrais courants objectifs, des vraies tendances objectives et tout. C'est trop flou encore, hein, dans tous les cas. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça, c'est encore trop flou pour le moment. Et on est encore en train de défricher tout ça, en fait. C'est une matière qui est en cours d'étude, c'est une matière qui est en cours de décortication. On parle de game design, on parle d'auteurs de jeux vidéo depuis pas très longtemps, en fait. Oui. Et du coup, forcément, les périodes, comme pour la peinture avec le classicisme, la peinture abstraite, tout ce que tu veux, eh ben, ces mêmes courants-là, on va venir appliquer ce genre d'étiquette aux jeux vidéo, mais ça va prendre encore pas mal de temps. Je pense qu'il faudra qu'on refasse un édito JV sur le rétro gaming d'ici 10 ans pour voir l'évolution. Ah bah écoute, on prend le rendez-vous le 9 juin 2032, c'est parti. Je note sur mon agenda. C'est parti. Non, mais en tout cas, c'est des questions vraiment, vraiment super intéressantes. Et puis voilà, je pense qu'on peut, si tu veux, on peut enchaîner. Ouais, carrément. Bah, du coup, ce qu'on disait juste avant sur l'implication dans le jeu vidéo, maintenant, on va passer à notre dernière partie sur les bons jeux. Ouais. Quelques listes de jeux. Et du coup, pour se rebondir sur ce que je disais juste avant, Céleste, par exemple, je trouve que ça dépend. Quand est-ce qu'il est sorti, Céleste? Très bonne question. 2016, c'est ça. Ouais, c'est ça. 2016. Et en fait, voilà, donc pour le coup, il a vraiment une esthétique qu'on pourrait appeler de rétro, mais il y a plein de choses qui font que non. Que ce soit d'ailleurs la musique que tu disais tout à l'heure. Euh, la musique et la bande sonore composée par Lena Raine qui est vraiment une très bonne bande sonore et qui est vraiment aux antipodes de l'esthétique que le jeu propose. Mais du coup, ce que je voulais rebondir, c'est aussi la manière dont on aborde le jeu.
Par exemple, je Oui, sais que Céleste, tu peux le jouer comme un jeu de plateforme classique, ouais, voilà. Mais si tu veux le jouer en speedrun, c'est un des jeux de plateforme les plus durs et les plus exigeants qu'il y a sur le marché. Et du ouais, coup, avec un propos très 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 fort. D'ailleurs, je crois qu'il a gagné un prix aux Awards pour ça, de ce que j'ai compris. oui. Au niveau de son propos, ça parle de dépression, ça parle justement de surmonter cette dépression-là, le deuil avec, comment elle s'appelle déjà, Madeline, c'est ça? C'est ça, c'est Madeleine, ouais. C'est Madeline qui se bat contre soi-même, contre son double maléfique. Voilà, le jeu vidéo aujourd'hui, il permet ça, Ouais, et je trouve que Céleste est un très, très bon exemple. ouais, tout à fait, ouais. Alors juste petite précision, Céleste, en fait, le début du projet, c'est janvier 2016, mais il est sorti en 2018. Mais bon, c'est un détail. Merci de me reprendre. C'est pour ça qu'on est Plaisir. deux. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on est deux, mais c'est vrai que du coup, voilà, de ce qu'il a de ce qu'il a de rétro, Céleste, c'est son gameplay à base de jeux de plateforme, parce que c'est vrai que du coup, c'est vrai que le jeu de plateforme, le jeu de plateforme, c'est vraiment quelque chose qui revient au niveau de l'esthétique rétro. Ouais. Des premiers platformers avec Mario pour ne citer que le plus connu, mais voilà, cette esthétique de plateforme et de pixel art. Ouais. Mais c'est tout. Après, voilà. Après, il transcende la plateforme. Et il y a des mécaniques qui sont très très dures à mettre en place si on veut un peu tryhard sur ce jeu-là. Mmh. Donc c'est ça qui a fait que c'est un bon jeu, c'est qu'il peut être abordé de plein de façons. Ouais, justement, moi je trouve que Céleste, c'est l'un justement des plus beaux objets d'étude qu'on peut avoir, à l'heure actuelle, parce que c'est un jeu qui transcende les genres. On est sur un jeu qui est sorti sur des consoles modernes, mais qui a une esthétique ancienne, qui a une bande originale qui est, dans un emballage, 8-16 bits, mais en fait qui a une science de composition qui est incroyable. Lena Raine, c'est un truc, mais c'est génial ce qu'elle fait. Et à côté de ça, il y a un propos très, très profond. Et en même temps, il y a une vraie école du gameplay, tu vois? C'est une espèce de momentum total dans le jeu vidéo. Céleste, c'est vraiment, un très, très grand jeu à plusieurs titres, quoi. Et je vais rebondir dessus parce qu'on parlait de jeux de plateforme. Moi, j'ai fait un petit reco aussi, dans le genre, plateforme hardcore. C'est Super Meat Boy. Très bon jeu. Heu, ah ouais, c'est un jeu qui est génial, qui pour le coup, reprend les codes, lui aussi dans un pixel art et il est sur, un scrolling, tantôt horizontal, tantôt vertical et c'est un platformer hardcore, mais c'est du bonheur, quoi. C'est un jeu qui te pousse à faire ton placement au millimètre, et tu vas enchaîner les morts, mais il te fait réenchaîner très, très vite et c'est un plaisir de jeu, une école du gameplay de fou, quoi. Mais c'est ce qui est marrant avec Super Meat Boy, c'est qu'en fait, de par son gameplay, le jeu te pousse un peu à speedrun. Alors, en tout cas, voilà, ça dépend de l'implication qu'on met, mais le jeu te pousse à aller quand même assez rapidement, Oui, ce qui est assez fou, mais pour plein de raisons différentes, quoi. Hein, ne serait-ce que je trouve que les animations du jeu, elles sont vraiment très cool quand tu te colles à un mur et que tu vois ce oui, petit bout de viande un peu tu vois, qui glisse un peu. qui glisse un peu. Je trouve que Ouais. c'est vraiment bien calibré pour le coup. Ouais, carrément, bah, c'est vraiment ça, il te pousse à speedrunner parce qu'il te pousse à aller vite tout le temps et vraiment alors là, en plus, il se joue un peu des codes du platformer parce que, bah, l'histoire c'est que, tu es un petit bout de viande qui doit aller, sauver sa copine qui a été kidnappée par un méchant, hein. Donc c'est Super Mario, en fait. Mais c'est Oui, Super Mario en mode, hyper hardcore avec, des ouais. giclées de sang partout, des, lames de disqueuse qui sortent du sol pour te trancher en 2. Enfin, c'est un truc de dingo. C'est un truc Oui, de dingo. bon, si tu le compares à Mario, je trouve que Bowser, il a pris un coup quand même, mais Docteur Fetus, c'est ça, je crois. Ouais. Il a pris un coup, hein. Est-ce que tu as une autre reco, toi? Ah bah oui, bien sûr. Bah, du coup, on en a parlé tout à l'heure, donc on peut développer un peu ça au niveau de Undertale, par exemple. Ouais. C'est pareil, c'est un jeu qui, au final, au niveau de sa durée de vie, il est très court, je crois, qui dure 4-5 heures, mais pour le coup, Ouais.
c'est au niveau de sa narration que je trouve qu'il transcende son esthétique et qui est son esthétique rétro, quoi. Moi, ça fait partie de mes jeux préférés parce que je trouve que sa narration, en fait, du coup, c'est quand même le propos de base, de fait de casser le quatrième mur, mais je trouve qu'en fait, Oui. il pousse vraiment la narration au-delà de son jeu vidéo. Ouais. Du produit jeu final qui est Undertale. Il y a tellement il y avait tellement de matière, de terreau au niveau de la narration pour continuer. Par exemple, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Je crois que c'est une Britannique qui a sorti une série en animation 3D d'Undertale qui Ouais. se passe juste après la Run Pacific. Mhm. Et qui et je crois même que Toby Fox, peut-être que je dis des conneries, hein, mais il me semble que même Toby Fox a dit que ça pourrait vraiment coller au niveau de l'histoire et vraiment je trouve que même au niveau des musiques et tout, je trouve que ça a pris tellement d'ampleur au niveau de la narration Ouais. Undertale qu'à la base c'est juste un jeu. Les combats, moi je trouve ça pas ouf les combats, mais les combats c'est pas son point fort, mais ça a pris pour un jeu qui fait que 4-5 heures, ça a pris une telle dimension. Le fait que tu peux faire plusieurs runs en plus, une run génocide qui a de l'impact sur l'histoire et tout, Ouais. c'est pour un petit jeu quoi de base qui est fait par justement une seule personne, il faut le rappeler, hein. Oui. Du coup, si vous voulez faire un jeu, vous n'avez aucune excuse. Mais complètement. Il Mais n'y a aucune complètement. excuse. C'est juste qu'il faut s'y mettre dedans, quoi, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Et maintenant avec, en plus on a des outils pour apprendre très vite à programmer et tout, ça peut vite se faire. Mais c'est vrai que Undertale, c'est une vraie masterclass en termes de narration. Parce que c'est un jeu vidéo qui s'amuse complètement des codes du jeu vidéo. Il prend toutes tes habitudes de joueur et il tape dedans un grand coup de latte en disant bah ouais, mais questionne-toi un peu sur tes faits et gestes en tant que personnage et en tant que joueur derrière le personnage. Et c'est un truc de fou. D'ailleurs, il mériterait presque un édito JV à lui tout seul ce jeu, hein. Moi je dis ça, je dis rien, Largement, oui. parce Du coup, qu'il est-ce est qu'on le développe maintenant? On peut le développer un peu quand même, tu vois, mais oui, mais ne serait-ce qu'il mériterait un édito JV, on peut même parler de Toby Fox, tu vois, eh ben parce que je écoute, crois moi il va je dis on prend retravailler, rendez-vous. Moi je oui. dis on prend rendez-vous et d'ici bientôt, on se fait un édito JV Undertale. Parce Allez. qu'en plus, je crois en plus que Toby Fox, il va travailler sur le prochain Pokémon Écarlate et Violet, mais plus conséquemment, en fait, de façon plus conséquente, je sais plus parler, de façon plus conséquente que sur Pokémon épée et bouclier, donc à voir, en tout cas. Ouais, et puis enfin, il y a tellement de trucs à dire chez Toby Fox. Et il y a aussi son travail sur Deltarune, qui est un truc un peu fou aussi. Enfin, c'est. Et euh, il est dur, Deltarune. J'ai fait le premier chapitre. Ouais, il est hard, hein. Et oui, Toby Fox, il est aussi compositeur. Alors, outre le fait que la musique de Undertale, c'est un truc de dingo. Ah oui, Il a fait la musique. Je crois qu'il a fait qu'une seule musique pour Épée et Bouclier. Je suis bah, plus pas c'est Battle Tower, sûr. la musique. Ouais, et ouais, il fait aussi les musiques pour Pokémon Écarlate et Violet. Et voilà quoi. En plus, le mec, il est tout jeune, hein. Il a tout juste 30 ans et il a une carrière de dingo déjà. Il a une réflexion sur le jeu vidéo qui est folle. Enfin, c'est un grand monsieur du jeu vidéo. Et retenez ce nom, Toby Fox, parce que d'ici 10 ans, on aura oublié Kojima et on parlera de Toby Fox. Ah ouais, et en plus, alors, après, ça dépend parce qu'il se fait quand même très discret au niveau des médias, tout ça. Je crois pas que. Bon, moi, je me rappelle avoir cherché sa tête sur Internet et il y a très peu de photos de lui, tu vois. Donc, Ouais, et souvent, ce sont des photos où il est un peu. Enfin, il est avec une casquette à l'envers ou un béret, des lunettes de soleil en train de faire le con, où il est tout jeune, il a genre 17-19 ans. Enfin, c'est assez drôle. c'est assez drôle. Est-ce que t'as d'autres petites recommandations, toi, au niveau de Alors, ouais, l'esthétique rétro? moi, il y en a un, enfin, c'est un de mes jeux de cœur, c'est Fez. Fez, qui est un jeu de plateforme et d'exploration, donc C'est les full. petits bonhommes blancs, là. Ouais, c'est ça, le petit bonhomme blanc avec un petit fez sur la tête, ce petit chapeau originaire du Maghreb. C'est un jeu qui est hyper intelligent parce que c'est en 2D, mais avec une profondeur. Donc il va te faire te balader dans des décors 2D. Par moment, tu vas pouvoir utiliser des gâchettes pour faire basculer le décor à 90 degrés. Et du coup, il va révéler de nouvelles plateformes, de nouveaux passages.
en termes de level design, un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer. Il est d'une intelligence dingue. Alors, le scénario, on s'en fout, très clairement. Mais en termes de construction de level design, c'est une vraie masterclass, quoi. Et en plus, la musique est super belle. Ouais, le jeu de toute façon est vraiment très mignon et c'est clair qu'au niveau du game design et le fait que tu puisses tourner, c'est tourner autour de la tour, Ouais, c'est ça. c'est vraiment super intelligent pour le coup. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est assez dingue. Alors, là, malheureusement, je me souviens plus du nom du. C'est Phil Fish qui avait créé le jeu. Donc aussi un grand nom du jeu indé. Et ouais, il est fabuleux ce jeu. Il est fabuleux. Ben écoute, moi j'ai un dernier jeu à l'esthétique rétro que je voudrais parler. Il Ouais, sort pas encore, donc voilà, c'est pas un guide d'achat, mais tenez-vous au courant. C'est un jeu qui s'appelle Replaced, ouais, qui a eu, en fait, c'est un jeu qui se passe dans un univers un peu rétro-futuriste, cyberpunk et tout. ouais. Et pareil à l'esthétique rétro pixel art en 2D, tout ça, tout ce genre de choses. Mais en fait, quand tu vois le trailer du jeu, j'espère qu'il sera comme ça à la sortie. Parce que s'il est comme ça à sa sortie, je l'achète de suite. Je l'achète vraiment de suite. En fait, c'est un jeu d'un studio qui s'appelle Sadcats Studio. Ah oui, oui, oui. Et ils avaient diffusé leur première bande-annonce pendant l'E3 2021. Et du coup, je m'en souviens, ouais. Et, je crois que c'était pendant la conférence Xbox et genre j'ai oublié tout le reste, mais je me souviens de Replaced parce que Mais le truc avait l'air super. il est vraiment incroyable, que ce soit au niveau de la lumière, de la mise en scène, des animations de personnages qui sont voilà, pareil, en pixel art avec 4 pixels qui se battent en duel, quoi. Mais Ouais, c'est magnifique, vraiment. Mais là, vraiment, je parle que de l'esthétique. Au niveau de l'histoire, ça a l'air pareil. En fait, l'histoire, c'est une IA, enfin une intelligence artificielle qui s'est incarnée dans le corps d'un humain. ouais. Et en fait, tu dois t'échapper ou je sais pas quoi. Voilà. Donc à suivre parce que il a l'air vraiment magnifique. Voilà. Ouais, 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 en effet, il a l'air super beau. Là, je suis re-hypé. Je l'étais déjà avant, mais je suis re-hypé. Et Ouais. ouais, je vais faire comme toi en faisant un petit pas de côté, en faisant une recommandation et en même temps une petite digression sur le studio Dotemu, qui est le studio un studio français. Cocorico! Et c'est des mecs qui ont développé Streets of Rage 4 en collaboration avec Sega et qui préparent actuellement le prochain jeu Tortue Ninja a l'air juste super beau. Alors je crois que tu as eu la chance de faire la preview en plus du prochain Tortue Ninja. Du prochain Tour Ninja qui est très très sympa pour le coup, hein. J'espère qu'on aura Ouais. l'occasion d'y jouer ensemble Ah bah j'espère bien. en coop. Ah grave. Et du coup là eux c'est vraiment les rois du revival et du rétro parce qu'ils ont fait aussi Windjammers 2 qui est la suite d'un jeu d'arcade des années 90 où c'est une espèce de jeu de beach frisbee, voilà, mi-chemin entre beach volley et frisbee qui est absolument dingo. Ils préparent aussi Metal Slug Tactics, donc pareil la suite de Metal Slug, le run and gun culte de SNK, qui du coup revient en mode jeu tactique en 3D isométrique qui a l'air fou et ce magnifique Tortue Ninja qui s'annonce là, qui peut-être pourrait sortir au mois de juin 2022, peut-être. J'espère grandement, C'est-à-dire ce mois-ci. peut-être bien. Ouais, au mois où on enregistre, ouais. Voilà, Donc donc on verra ce qu'il en est. on verra ce qu'il en est. Et donc, grosse recommandation, penchez-vous sur ce qu'on fait Dotemu. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, jouez à Streets of Rage 4, parce que c'est l'exemple type de ce que un bon studio, avec une belle licence, peut faire pour ramener une licence. Pour le coup, en modernisant l'esthétique, même si on reste sur du rétro, c'est beaucoup plus moderne, en modernisant les musiques, en modernisant le game design, en trouvant quelques trouvailles de gameplay empruntées au versus fighting. C'est un très bon jeu. Eh ben écoute, je pense que les gens qui nous écoutent auront de quoi faire avec tout ça. Mais en tout cas, je pense que voilà, cette esthétique un peu rétro qu'on a développée pendant tout le long de ce podcast. Je pense que des jeux qui auront cette esthétique-là, il y en aura toujours.
Alors peut-être avec des vagues différentes, des façons différentes de les aborder, mais il y aura toujours en fait je pense cette tendance parce que c'est assez indémodable pour le coup et tu peux à peu près tout Ouais, faire, hein, donc c'est ça, elle est un peu hors du temps et puis comment dire? Je pense que quand tu es concepteur de jeux, tu conçois des jeux à partir des jeux que tu as aimés quand tu étais plus jeune. Tu vois, moi, d'instinct, si je devais concevoir un jeu, ben, ouais, il aurait une esthétique 2D parce que, ça renvoie à l'enfance, ça renvoie à mon passé, ça renvoie aux années, sans souci, quoi. faire un The Last of Us, non? À The Last of Us en 2D, je dis pas non. Franchement, pourquoi pas? Et du coup, c'est forcément quand, ces gens-là grandissent et deviennent concepteurs de jeux, ben, ils font avec, ce qui leur a laissé des fortes émotions. Donc peut-être que dans la prochaine génération de concepteurs de jeux, on aura des concepteurs qui, auront grandi avec, justement des The Last of Us, des Uncharted et qui, feront des trucs, rétro basés sur ces licences-là. On sait pas. On Mais, verra, écoute, on verra bien. on verra le 9 juin 2032, date à laquelle on doit refaire un podcast sur le rétro. Exactement. Eh ben, écoute, juste du coup, parce que je pense on a fait à peu près le tour, Ouais. une petite, voilà, 2-3 minutes, une petite recommandation de jeu du moment à toi, qui n'est du coup pas forcément rétro, et comme ça, voilà, petite tradition. Alors, ouais, moi j'ai fini il y a quelques jours un super jeu, enfin super jeu. Ce n'est pas un excellent jeu, mais c'est un vrai petit plaisir coupable. C'est, The Quarry de Supermassive Games, les gens qui ont fait Until Dawn et House of Ashes, Man of Medan, Little Hope, ce genre de petites choses-là. Donc, on est sur un jeu vidéo qui est très proche du film interactif. C'est, une espèce de film, d'horreur interactif, qui parle d'un c'est à mi-chemin entre un slasher et un film de monstre. C'est très con, c'est, très régressif avec des exécutions un peu brutales. Pour les gens qui aiment le film d'horreur un peu gore, à la Vendredi 13 ou à la Ça va Samurai me Camp, plaire, ça. j'en doute pas. Je pense que ça va me plaire. C'est du très bon et en plus, petit truc sur lequel il faut insister, c'est un des rares jeux, de survival horror qu'on peut faire en coop, en local ou en ligne. Et il y a même un mode cinéma pour les gens qui n'arrivent pas à jouer au survival horror parce que ça leur fait trop peur. Il suffit juste de lancer le jeu, on choisit si on se met en mode gore maximum ou pas, si tout le monde survit ou si tout le monde meurt, et on se pose devant son canapé, on regarde le film et c'est vraiment cool. C'est une très très bonne recommandation parce que tu m'as donné envie de prendre le jeu pour le coup. Il est sorti déjà, c'est ça ou... Il sort le 10 juin, Donc demain à l'heure où on tourne, d'accord. Bah, écoute, tout à fait. je vais m'y intéresser. Moi, je vais juste revenir un peu dans le temps parce qu'il y a quelques temps, j'ai fini, au bout de 3 ans de jeu, Luigi's Mansion 3. On n'a aucun rapport avec l'actualité pour le coup. Mais parce que je réfléchissais en ce moment, je joue pas à grand chose à part Cyberpunk, mais bon, je vais pas le recommander, hein. Je vais pas le recommander pour le coup. Bon, le jeu est bien, mais bon, il a beaucoup de défauts, faut pas se mentir. Mais en tout cas, oui, Luigi's Mansion 3, c'est un de mes jeux préférés d'enfance, pour le coup, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Luigi's Mansion premier du nom, qui pour Ouais, moi, il était une vraie claque de la GameCube. ouais. Et Luigi's Mansion 3, je trouve qu'il a repris cette ambiance, cette ambiance, cette mise en scène qui est assez folle en mettant ces plusieurs étages avec des gameplays différents. Et il y a tellement de possibilités de gameplay au final avec les ajouts de Luigi's Mansion 2, la lampe qui révèle les objets cachés. Là, en plus, dans cet objet, dans cet opus-là, t'as Luigi qui est un ressort comique qui est assez fou. Je trouve que le jeu, pour moi, en tout cas, c'est un des meilleurs jeux qui est sorti sur la Switch et qui a réussi à faire plein de choses intelligentes, comme je l'ai dit, au niveau de l'humour Ouais. et même au niveau de la mise en scène. Le combat de fin contre le roi Boo est assez incroyable en termes de mise en scène et j'ai vraiment apprécié ça. Donc, je l'ai fini il n'y a pas longtemps, donc voilà, j'en parle. Très belle recommandation. Ben, merci beaucoup. Écoute, j'espère que tu le feras ou que tu l'as déjà fait ou que tu le finiras. Ouais, il faudra que je le finisse, donc il faudra que je le recommence. Voilà. Ben, écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour Ouais, que j'y exactement. vais concentré sur le rétro.
Écoute, merci beaucoup pour ce numéro. C'était encore un plaisir de pouvoir animer ça avec toi, Jean-Loup. Alors, petit récap, on est partout, bien évidemment. On est sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, sur YouTube. N'hésitez Jean, pas à laisser un commentaire. ouais, n'hésitez pas à commenter, à liker, partager. Le partage, c'est super important. C'est ce qui va nous permettre de gagner en visibilité et faire toujours plus de nouveaux podcasts avec plein de nouvelles idées. Et ben écoute, Jean-Loup, on peut te retrouver sur New Game Plus et sur Actu Gaming. Exactement, comme Moi, je, d'habitude. moi, je continue à faire des articles qui mettent tout le monde en colère sur écran large. Et surtout, ben, prenez bien soin de vous. Merci pour votre attention. Et on vous dit à très très bientôt. À très bientôt. Merci à toi. Ciao, ciao. Merci. Ciao.